Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant les débats des sénateurs qui ont débuté hier sur la loi Sapin 2. Et hier, la Haute Assemblée s'est intéressée à l'un des points phares du texte, les lanceurs d'alerte, leur définition mais aussi leur protection. Alors hier, les sénateurs ont suivi la volonté de la commission des lois, la majorité sénatoriale qui a voulu encadrer la protection des lanceurs d'alerte et qui les a définis comme toute personne physique qui signale dans l'intérêt général de manière désintéressée et de bonne foi un crime, un délit ou la violation d'une loi ou d'un règlement dont il a eu personnellement connaissance. Et cela au grand dam de la gauche qui a trouvé cette définition trop restrictive. Notez également que le texte mentionne très rapidement également les sanctions encourues en cas de faux lancement d'alerte. Hier, notez que les débats ont également porté sur le LuxLeaks, cette affaire d'exil fiscal de multinationales organisée avec l'aval du fisc luxembourgeois s'est invité dans l'hémicycle. Je vous rappelle qu'Antoine Deltour, le lanceur d'alerte qui a dénoncé cette situation, a été condamné par la justice luxembourgeoise à 12 mois de prison avec sursis. Et bien hier, de nombreux sénateurs se sont demandé si le texte tel qu'adopté, tel que modifié par le Sénat, aurait suffisamment protégé le lanceur d'alerte. Tout de suite donc, retour au débat dans l'hémicycle. Nous abordons maintenant les dispositions relatives aux lanceurs d'alerte. Et si vous le permettez, je voudrais vous dire un mot de l'esprit qui a animé les travaux de la Commission. Monsieur le ministre, nous ne sommes pas éloignés sur le plan intellectuel. Vous recherchez un équilibre, nous aussi. Nous ne trouvons pas le même point d'équilibre, mais c'est déjà un bon point de départ. Les lanceurs d'alerte jouent un rôle très utile dans notre société. Ils ne se résument pas à ceux d'entre eux qui ont alerté la presse pour des fraudes massives, des délits très graves. La pratique de l'alerte peut être une pratique qui reste confidentielle. L'important, c'est que l'alerte aboutisse. Notre souci de protection des lanceurs d'alerte est légitime, mais il ne va pas sans souci aussi de protection de ceux qui peuvent faire l'objet de dénonciations abusives, nos concitoyens, non pas les lanceurs d'alerte, de ceux qui peuvent faire l'objet de calomnies, de diffamations. Souvenons-nous, mes chers collègues, des propos du président François Mitterrand aux obsèques de Pierre Bérégovoy, lorsqu'il fustigeait ceux qui, dans les médias, avaient jeté en pâture l'honneur d'un homme aux chiens. Cette forte intervention du président Mitterrand était parfaitement justifiée par l'emballement qui s'empare parfois des médias dans des affaires de corruption pour lesquelles il n'y a en réalité pas matière à poursuite ni même à condamnation. Faisons très attention que nous sommes, nous les gardiens, d'intérêts qui sont des intérêts multiples. L'intérêt du lanceur d'alerte qu'il convient de protéger, bien sûr, évidemment. L'intérêt des victimes éventuelles de dénonciations abusives aussi. Et c'est la raison pour laquelle notre recherche d'équilibre nous a conduits à définir un cadre plus précis pour permettre d'assurer la conformité à la loi et au souci de défendre des intérêts contradictoires de l'alerte et du lanceur d'alerte. Ça veut dire d'abord qu'une définition de l'alerte doit être donnée qui soit précise, des crimes, des délits, une violation grave et manifeste de la loi et non pas un simple manquement. Ça veut dire aussi qu'un lanceur d'alerte de bonne foi doit démontrer sa bonne foi en passant d'abord par l'employeur, la hiérarchie administrative, le référent désigné éventuellement par l'employeur. Et à défaut, il doit passer par l'autorité administrative ou l'autorité judiciaire ou l'ordre professionnel. Il faut laisser le temps à ces institutions de réagir, 3 mois, sauf dans le cas où il y a un risque de dommages graves et irréversibles. Enfin, nous n'avons pas permis, parce que ce ne sont pas des institutions qui ont compétence pour le faire, à des syndicats, à des associations agréées, aux défenseurs des droits, de recevoir l'alerte lancée par le donneur d'alerte. Ils n'ont d'ailleurs pas de moyens
de faire prospérer cette alerte autrement qu'en prenant à témoin l'opinion publique. Nous voulons donner sa chance à l'alerte qui va entraîner une réaction et qui n'a pas besoin forcément de passer par la prise à témoin de l'opinion publique. Voilà l'économie générale de notre travail. Nous avons également, mais nous y reviendrons, considéré qu'il n'appartenait pas aux défenseurs des droits, qui ne le réclament pas d'ailleurs, d'apporter un dédommagement préalable aux lanceurs d'alerte, alors qu'une procédure judiciaire permettra de déterminer ou non si l'alerte avait été donnée de bonne foi et si un dommage un préjudice devait être reconnu en faveur du lanceur d'alerte. Ne créons pas une inégalité fondamentale entre justiciables, avec des justiciables qui seraient pris en charge et recevraient un acompte sur leurs dommages par le défenseur des droits et d'autres justiciables qui n'auraient comme seul recours que l'aide juridictionnelle. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, en remerciant le Président Bade d'avoir éclairé l'Assemblée, j'aimerais aussi me placer à ce niveau-là de généralité, mais au fond du débat. Après, nous rentrerons dans les détails. Si nous voulons, et je crois que nous partageons cette idée, mettre en place une protection efficace des lanceurs d'alerte, nous pouvons le faire qu'à 3 conditions qui vont être discutées. La première, la plus importante, j'y reviendrai, c'est la définition. Qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte ? Je le disais dans le débat, il ne suffit pas de s'appeler lanceur d'alerte pour l'être obligatoirement. La définition. Deuxième point, il faut un canal de révélation des faits. Je pense que sur ce point, il y a des différences d'appréciation, mais nous devrions pouvoir converger. Puis après, il y a les modalités de la protection elle-même. C'est là-dessus que nous avons aussi une divergence pour savoir quel est l'organisme qui peut accompagner et protéger, quel est le rôle de la justice, là encore, il y a un rôle de la justice, et est-ce qu'il n'est pas nécessaire de mettre en place un accompagnement ? J'appelle ça accompagnement, pas dédommagement, parce qu'on n'est pas dans l'indemnité. L'indemnité, le calcul du montant du préjudice, c'est le juge. Il est le seul à pouvoir calculer le montant du préjudice, avec tous les aspects de ce préjudice, matériel, immatériel, etc. Mais il y a un accompagnement. L'accompagnement le plus visible, c'est il y a une procédure judiciaire. Ça coûte cher. Est-ce qu'on l'accompagne ou pas dans cette procédure judiciaire ? Nous proposons de l'accompagner. Je crois d'ailleurs que sur ce point, il n'y a pas forcément une grande différence entre nous. Enfin, je ne l'ai plus en tête. Mais il y a aussi la question de l'accompagnement financier. Je connais des lanceurs d'alerte qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans rien, à qui la justice a donné ensuite, évidemment, raison, mais il y a eu une période plutôt difficile et compliquée à vivre, et même parfois terrible à vivre. Donc ça, c'est les modalités de la protection. Je le répète, non pas le préjudice, mais la modalité de la protection. Nous en parlerons aussi. Je ne pense pas que nous soyons si éloignés. Je reviens à la question de la définition, parce que ça, c'est le sujet fondamental. Et quand je regarde, nous en parlerons, parce que c'est le premier article qui viendra après, quand je regarde la rédaction adoptée par la Commission, ne sont lanceurs d'alerte que ceux qui révèlent des faits délictueux ou criminels. Uniquement des faits délictueux ou criminels. C'est-à-dire que le cas de M. Deltour n'est pas couvert par la définition actuelle. Il ne peut pas l'être, puisqu'il a révélé des faits qui n'étaient pas délictueux au Luxembourg, mais profondément anormaux, dommageables à l'intérêt général, amoraux oui aussi, mais anormaux en tous les cas, et tellement dommageables qu'à la suite de cette révélation, la législation a été modifiée au Luxembourg et, comme je le disais aussi dans mon intervention, l'ensemble des pays européens ont mis en place, par le biais d'une directive, les mêmes modalités de lutte contre ce type d'opacité fiscale. C'est sur ce point que vraiment je vous demande d'y réfléchir. Ce n'est pas Deltour pour Deltour, mais c'est parce qu'il illustre exactement, très clairement, un des points importants du rôle d'un lanceur d'alerte. Ce n'est pas seulement cette jeune femme qui a révélé des faits illégaux d'UBS en France. Ce sont des faits illégaux. D'ailleurs, UBS est aujourd'hui poursuivi, y compris pour blanchiment de fraude fiscale. Mais dans le cas de LuxLeaks, je le redis ici, ce ne sont pas des faits à l'époque illégaux. Et pourtant, il a bien fait. Et donc, il mérite d'être protégé. Donc, c'est sur ce point vraiment, Monsieur le Président, et j'arrêterai là parce que le débat continuera sur l'article qui suit. C'est là le cœur du sujet. Et je souhaite que ça ne soit pas le cœur du désaccord entre nous. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, j'avais 3 paroles. On va essayer de les prendre avant 20h, avant de souper. Vous tenez vos temps, sinon on ne peut pas le faire. Hein ? Monsieur Colomba aussi ?
Ça en fait 4. Bon, bah écoutez, on va interrompre la séance parce que... Ah, monsieur le rapporteur, vous souhaitiez sur la même... D'accord, allez-y. Oui, pour éclairer ce débat, comme nous l'avons fait tout à l'heure, afin d'ailleurs peut-être tout à l'heure simplifier les discussions sur les amendements. Les lanceurs d'alerte, on a tous la vision de ceux que nous avons cités ou évoqués depuis le début. Et nous sommes tous d'accord. Mais le texte que nous allons faire ne va pas uniquement être utilisé que par ces lanceurs d'alerte-là. Il y aura les lanceurs d'alerte, le flot éventuel, le lanceur d'alerte qui arriveront relatifs à de petites entreprises ou à des PME. Et si la situation des lanceurs d'alerte est difficile, est-ce que la situation des victimes n'est pas difficile lorsqu'ils ont été victimes d'une fausse alerte ou d'une rumeur? Je vais prendre un exemple. Imaginons une société de restauration spécialisée dans la viande qui se voit dénoncée parce qu'elle vendrait du cheval ou vendrait de la viande qui ne serait pas parfaitement homologuée. Lancement de l'alerte, chute de la clientèle, chute du chiffre d'affaires. Et puis, X années après qu'il y ait eu une perte de la valeur de l'entreprise, que peut-être si elle avait déposé le bilan, ça aurait été des licenciements en masse, 5-6 ans après, ordonnance de non-lieu, passée, il n'y avait strictement rien à voir. On doit aussi se préoccuper de ces situations-là. Dans une PME en pleine campagne, vous avez un lanceur d'alerte qui, de bonne foi d'ailleurs, dit « Attendez, moi, les effluents qui sortent de l'entreprise, pas bon du tout pour le ruisseau dans lequel c'est déversé. » Le lanceur d'alerte lance son affaire, émotion générale qui aboutit à une perte totale de la clientèle de l'entreprise, dépôt de bilan, 50 emplois en moins. Et 2-3 ans après, on s'aperçoit que certes l'effluent était blanchâtre. Je parle en connaissance de cause. L'effluent était blanchâtre, mais aucune pollution, rien. Quel est le dégât qu'on a commis? C'est à cela que la Commission des finances veut vous faire réfléchir. Pardon, excusez-moi, mais elle veut bien nous faire réfléchir aussi. Mais c'est la raison pour laquelle il faut, sur ce point, être particulièrement mesuré. Maintenant, j'en termine en prenant l'exemple d'Antoine Deltour. Je vous rassure, Monsieur le Ministre, la définition que nous donnons, les lois, les règlements, ou une violation manifeste des lois et des règlements, violation manifeste des lois et des règlements, ça peut ne pas être un délit. Ce n'est pas forcément un délit. Et Antoine Deltour, avec notre définition, en France, il est protégé. Mais je comprends bien que la France a vocation à éclairer le monde, mais il se trouve que le monde, quelquefois, n'accepte pas l'éclairage de la France. Ce qui fait que dans une législation extérieure, et en particulier au Luxembourg, où notre législation ne passera pas la frontière, Antoine Deltour, quelle que soit la loi en France, eh bien, il sera condamné au Luxembourg. Donc, c'est à cela aussi, c'est ça les éléments du bas. Il ne sera pas condamné en France, mais il pourra être condamné en Luxembourg. Mais même s'il l'avait fait en France, par exemple, s'il avait dénoncé des montages fiscaux allant au-delà de l'abus de droit fiscal, de l'ingénierie. Bon, voilà, je me suis expliqué, le débat est beaucoup plus large. Attention, on pense à des lanceurs d'alerte qu'on a bien en tête, bien la volonté de protéger. Attention aux autres que la loi va suggérer. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Éric Bocquet, pour parole. Ah oui, on a inversé. Avec monsieur Abad, vous me compliquez la tâche. Oui, alors effectivement, monsieur le ministre, le verdict est tombé mercredi dernier, qui a condamné Antoine Deltour et Raphaël Allais. Le premier avait reçu le prix du citoyen européen en juin 2015. Le second n'a pas eu cette chance. Une clause de confidentialité l'a empêché de faire une sortie publique, entre guillemets, et d'obtenir une telle reconnaissance. Les lanceurs d'alerte étaient reconnus, mais cependant la loi luxembourgeoise et les directives européennes ne permettaient pas de les protéger. Ce procès LuxLeaks, particulièrement révélateur, s'est ouvert peu de temps avant le vote à l'Assemblée nationale du projet de loi qui nous occupe aujourd'hui. La définition, effectivement, du lanceur d'alerte adoptée en première lecture, sur laquelle est malheureusement revenue la commission des lois du Sénat, nous allait plutôt bien, assez bien. Le texte prévoyait de protéger toute personne, mais quand même,
on avait oublié, en tout cas pas clairement indiqué, celle qui dénonçait des actes contraires à l'intérêt général au sens de l'optimisation fiscale. Et il est effectivement nécessaire de proposer une définition véritablement protectrice, c'est le nœud du problème. Notre ambition doit être un dispositif qui fasse école, qui soit efficace, qui soit respectueux de la vie privée, qui disqualifie les aventuriers, qui répondent à ces préoccupations, monsieur le rapporteur, monsieur le président, que vous aviez évoquées. Alors, comparaison n'est pas raison, quoique, quelquefois oui. Alors j'oserais un parallèle avec un dispositif que tout le monde connaît bien, c'est celui qui encadre l'assistance ou la non-assistance à personne en danger. En effet, le lanceur d'alerte ne fait rien d'autre que d'assister la société en danger. Première remarque, ça devrait impliquer que ce n'est pas le lanceur d'alerte qui devrait être embêté, c'est celui qui fait de la non-assistance à la société en danger qui devrait avoir des soucis, qui devrait être l'objet de poursuites. En tout état de cause, l'assistance ou la non-assistance à personne en danger ne font plus de débat juridique. Il n'y a pas de problème philosophique. On ne se pose plus de questions. Et je pense qu'on pourrait faire pareil avec un lanceur d'alerte. Deux exemples. L'assistance à personne en danger n'autorise pas à faire un acte chirurgical sur un accidenté de la route sans même avoir appelé le SAMU et sans avoir attendu un minimum l'arrivée des professionnels. On est fautif et on paye. Deuxième exemple, et j'arrêterai là, monsieur le président, l'assistance à personne en danger n'autorise pas un voisin à forcer la porte de sa voisine en prétendant qu'il a entendu appeler au secours pour le simple plaisir de lui faire du mal. Il serait aussi, et ça peut être irréversible le mal qu'il lui ferait, ce serait aussi condamnable. Alors je pense que si on avait cette vision, cette philosophie, cette approche des choses, on se simplifierait la vie et le lanceur d'alerte serait effectivement protégé par une définition très large. Merci pour votre attention et mes excuses pour le dépassement. Merci, monsieur Abad. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 21h30 pour la suite de l'examen de ce texte. La séance est suspendue. La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et de la proposition de loi organique adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée relative à la compétence du défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte. Dans la discussion des articles du projet de loi, nous sommes parvenus à l'article 6A. Et je vais donner la parole à Madame Marie-Christine Blandin. Merci, Monsieur le Président. Cet article 6A, avec sa définition, donne tout son sens au renforcement de ce projet de loi par le thème de l'alerte. À ce jour, nous avons déjà 5 textes sur l'alerte et chacun s'accorde à constater qu'ils ont tous des imperfections et que leur ensemble, fût-il vaste, ne couvre pas tous les champs. Pire, la mosaïque de ces 5 textes et l'imprécision de certains termes peut, dans un tribunal, laisser des arguments aux avocats qui voudraient obtenir condamnation du lanceur d'alerte. C'est donc une ambition qui honore les auteurs et vous-même, Monsieur le Ministre, que de vouloir un socle commun et la description des procédures adaptables selon les cas. Et je voudrais que l'on me dise si je suis dans l'erreur, mais cette définition est prévue pour être exhaustive. Donc elle doit pouvoir couvrir les fuites financières comme les fuites de benzène. Or, beaucoup de descriptions du lanceur d'alerte présentées par nos collègues oublient les fuites de benzène dans l'histoire. On dirait qu'ils sont tous sortis de Bercy. Et ça pose un problème. Ou alors on dit il y a d'autres parties du Code qui s'occupent d'autres types de lanceurs d'alerte. Le Conseil d'État a bien éclairé le sujet. D'ailleurs, je suis heureuse qu'il ait reconnu la qualité des propositions de ma loi de 2013.
Petit règlement de compte, je me souviens qu'à l'époque, monsieur le ministre, vous l'aviez quelque peu érodé en pesant de tout votre poids pour que soit supprimé à l'Assemblée nationale le droit à la formation spécifique des membres du CHSCT en cas d'alerte. Dommage, c'était une proposition de la Commission des affaires sociales du Sénat. J'ai noté aussi que vous aviez, à propos d'un amendement à l'Assemblée, qui proposait la participation de la Commission nationale de déontologie des alertes en matière de santé et d'environnement, un peu persiflé sur sa non-existence. Vous avez raison, elle n'existe pas. Mais quand on persifle, c'est qu'on en veut un ennemi, or nous sommes partenaires, nous ramons dans le même sens, ou bien qu'on veut en souligner la défaillance de l'autre. Mais qui est défaillant ? Sur les 25 membres, 23 ont été nommés, sauf les 2 qui viennent du gouvernement. Pourquoi ne veut-on pas installer cette commission? Gêne-t-elle quelques grandes firmes pharmaceutiques? Enfin, la loi est votée, les décrets sont sortis, il ne manque plus que 2 nominations. Merci Madame Marie-Christine Blandin. La parole est à Monsieur Éric Bocquet. Oui, merci Monsieur le Président. Quelques mots en complément de ce que notre collègue Patrick Abad a dit excellemment tout à l'heure. Je ne vais pas répéter la même chose, 3 idées simplement. La première idée, c'est la situation concrète des lanceurs d'alerte, parce qu'on évoque cette notion parfois comme quelque chose d'un peu virtuel, potentiel, mais c'est très concret. Et dans la pratique, les lanceurs d'alerte s'exposent plutôt à des représailles de tous ordres, qui prennent des formes multiples, qui peuvent aller du licenciement abusif à la diffamation, à la mise au placard, sanctions disciplinaires, etc. Et malheureusement, l'actualité est riche en exemples de ce type qui illustrent ce constat. Je ne vais pas les réénumérer ici. Donc le plus souvent, les salariés sont démunis face à l'alerte, faute d'une législation. Donc c'est ce qui est en train de se mettre en place et c'est une bonne chose, de procédures et d'interlocuteurs connus. Et Transparency International a fait un sondage en novembre dernier indiquant que les gens garderaient le silence face à des actes de corruption. Et ils le feraient non pas par peur des représailles dans le 39% des cas, ou parce qu'ils pensent qu'aucune suite ne sera donnée à cette alerte pour 40% des cas. De plus, une large majorité des salariés français ne savent pas à qui s'adresser pour mettre fin à de telles pratiques. Donc effectivement, nous apportons ici une réponse concrète avec cette agence. Deuxième point, effectivement, je crois que nos rapporteurs ont raison d'avoir en tête le risque de fausses alertes, de diffamation, de rumeurs infondées. Oui, le risque existe, mais je pense qu'on peut faire confiance à l'agence pour agir avec discernement, avec les moyens dont elle disposera, pour séparer, vous me permettrez cette image, le bon grain de l'ivraie en matière d'alerte dans des situations quelles qu'elles soient. Et puis troisième point, j'évoquerai le cas de Deltour, qui a été condamné parce qu'il a enfreint le droit luxembourgeois. Effectivement, le secret bancaire est une disposition légale au Luxembourg. Mais la législation des États évolue avec l'histoire. Et demain, peut-être qu'il sera reconnu qu'il a rendu service à l'intérêt général, et c'est fondamentalement ce que je pense. Après tout, l'apartheid, depuis 1948 en Afrique du Sud, était légal. Contester, enfreindre, dénoncer l'apartheid, c'était enfreindre la loi. L'esclavage en son temps fut légal également. Donc laissons le temps aussi à la loi d'évoluer, les gens s'en chargent, et donc tout ce que l'on dit aujourd'hui, peut-être que demain, ça sera reconnu. Voilà, merci. Merci Monsieur Éric Bocquet. Monsieur Pierre-Yves Collombat. Oui, tous ces débats m'ont amené à dire 2 mots. Je voudrais d'abord, première remarque que je voudrais faire, c'est qu'on n'est pas là pour légiférer sur ce qui se passe au Luxembourg. Deuxième chose, les condamnations qui ont eu lieu au Luxembourg sont scandaleuses. Mais je dois dire qu'on permette ce genre de pratique légale au Luxembourg, c'est encore plus scandaleux. Pour reprendre l'expression de notre ancien collègue Jean Arthuis, le président de la commission, Juncker, de la commission, le matin, il nous fait les poches, et le lendemain, le matin, il nous fait la leçon sur notre déséquilibre budgétaire, et l'après-midi, il nous fait les poches avec ses facilités fiscales. Alors, je voudrais pas être méchant, Monsieur le Ministre, c'est pas dans ma nature, mais franchement, s'il y a quelque chose à faire, c'est pas à pondre un texte d'urgence, c'est pas un texte sur les lanceurs d'alerte, c'est faire cesser ce scandale permanent
une Europe qui vit sur ça. Bon, donc ça, je ne vais pas faire le dessin. Ensuite, s'il s'agit maintenant strictement des lanceurs d'alerte, ça me paraît quand même un peu difficile d'autoriser des pratiques illégales. Qu'est-ce que c'est qu'un lanceur d'alerte? En fait, c'est une personne qui, de par sa profession, a des informations, donc a des renseignements que les autres n'ont pas, mais qui est en situation de dépendance, d'une façon ou d'une autre. Donc, il s'agit, dans ce cadre-là, de lui assurer effectivement l'immunité. Et le hasard faisant bien les choses, on m'a fait passer un arrêt de la Cour de cassation sur une affaire qui est intervenue il y a quelque temps, mais qui vient juste d'être publiée, et qui nous dit quel est le périmètre de l'alerte. En fait, il en résulte de cet arrêt qu'il s'agit de conduite ou acte illicite constaté sur le lieu du travail susceptible de caractériser une infraction pénale. Je crois que c'est difficile de sortir de ça. Pour le reste, mon cher collègue, effectivement, ils sont en avance, mais les révolutionnaires sont toujours en avance. Monsieur Collombat, un amendement 309, Monsieur Anziani. Oui, Monsieur le Président. D'abord, je crois que les suspensions ont beaucoup d'intérêt, puisque ça permet de réfléchir un peu à ces débats et de repenser aux paroles qui ont été prononcées à la fois par le rapporteur et puis après par notre président de la Commission des lois. Et finalement, quand j'écoute leurs paroles, je me dis, mais ils ont raison, on partage tout, nous avons la même ambition. Et puis ensuite, après, je reviens ici et je relis. Et je veux dire que l'écrit est différent de l'oral. Et que autant l'oral, je me dis finalement on peut partager, autant l'écrit, je me dis ça va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? On nous explique qu'au fond, la définition du lanceur d'alerte est très simple. Dénoncer un crime ou un délit. Et un peu plus, mais juste un peu plus. Mais s'il ne s'agit que de ça, dénoncer un crime, on n'a pas besoin d'instituer un droit d'alerte et de protéger des lanceurs d'alerte. On a l'article 434-1 du Code pénal qui nous dit que toute personne qui ne dénonce pas un crime est passible d'une peine de prison. Donc le Code pénal suffirait. Si on veut faire un lanceur d'alerte, c'est pour aller plus loin que ce que prévoit le Code pénal. C'est aller plus loin que la dénonciation des crimes et des délits. Et on l'a expliqué à plusieurs reprises. Et moi, je voudrais quand même demander ici à tous nos collègues du Sénat de ne pas avoir la main qui tremble. Est-ce que nous voulons avoir une définition du lanceur d'alerte qui soit encore en retrait de tout ce que nous connaissons? Je lisais quelques décisions et quelques recommandations. Par exemple, la recommandation du Conseil de l'Europe du 30 avril 2014. Le Conseil de l'Europe recommande aux États membres de disposer d'un cadre normatif, institutionnel et judiciaire pour protéger les personnes qui font des signalements ou révèlent des informations concernant des menaces ou un préjudice pour l'intérêt général. Nous sommes bien en deçà. Et je relisais une note des Nations Unies du 18 septembre 2015 qui précisait que le lanceur d'alerte est une personne qui dévoile des informations qu'elle a des motifs raisonnables de croire véridiques au moment où elle procède à leur divulgation et qui portent sur des faits dont elle juge qu'ils constituent une menace ou un préjudice pour un intérêt général. Enfin, mes collègues, est-ce que vous voulez que constamment nous soyons en retrait de tout ce qui se passe dans le monde et que nous donnions ainsi un très mauvais exemple? Est-ce que vous voulez qu'une nouvelle fois, le Sénat apparaisse comme étant le grand timoré de la République, faisant 2 pas en avant et 3 pas en arrière, ou 2 pas en avant et 2 pas en arrière? C'est une question, je crois, d'image aussi du Sénat. Ne donnons pas cette impression d'un Sénat qui a peur de toute innovation. Merci. Merci, Monsieur Anziani. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Non, le Sénat n'a pas peur. Le Sénat se veut mesuré, équilibré. Il réfléchit à l'équilibre des libertés. Il n'a pas peur. Il est là comme rempart, précisément, à certaines libertés. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, s'il faut trouver une définition de lanceur d'alerte, s'il faut effectivement protéger certains lanceurs d'alerte, il ne faut pas négliger pour autant que le système, s'il est mal établi, s'il est mal écrit,
provoquera aussi des victimes et des victimes collatérales, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Alors, on a tous le devoir de trouver une définition. On va se heurter sur la définition, on va peut-être pas y arriver aujourd'hui à trouver une définition, mais alors je reviens sur la vôtre, sur celle de votre amendement. Bon, alors elle est contraire à la position de la Commission. Cela dit, j'aurais pu tout dire et puis j'ai rien dit là. Vous définissez comme lanceur d'alerte toute personne dénonçant un manquement au droit en vigueur. Mais qu'est-ce que c'est le droit en vigueur? Est-ce que ça prend les conventions internationales ratifiées? Est-ce que ça prend la Convention internationale sur les droits de l'enfant? Est-ce que ça prend en compte la coutume internationale? Nous, dans la définition, c'est les lois et règlements. C'est bien le droit en vigueur, mais au moins, c'est clair et précis. Après, vous, dans votre amendement, vous visez à élargir encore la définition en permettant toute dénonciation de, je vous cite, menace ou préjudice grave pour l'intérêt général. Menace pour l'intérêt général. C'est tout de même ouvrir une faille. Comment on va interpréter le mot menace? Qu'est-ce qu'une menace? Alors, même, ça peut avoir un effet contraire, votre définition, parce que est-ce que ça protège vraiment le lanceur d'alerte, une définition qui n'est pas très précise? Pas certain. Parce que qu'est-ce que feront les juges de cette menace? Qu'est-ce qu'ils considéreront comme une menace? Alors, voilà donc ce qui me fait dire que nous ne partageons pas, certes, la même définition. Nous pensons pour vous qu'elle est plus large, pour moi qu'elle est plus protectrice à la fois des victimes mais aussi des lanceurs d'alerte. Et puis surtout, je vous rappelle que la définition du lanceur d'alerte, de cette définition, naît une irresponsabilité pénale. Or, on ne peut pas faire reposer les effets juridiques d'une définition aussi imprécise, sur une définition aussi imprécise. Je crains même qu'au bout, la jurisprudence constitutionnelle est particulièrement exigeante en matière pénale. Et je ne suis pas certain sur ce point qu'elle ne trouve pas précisément votre texte comme insuffisamment précis. Donc, j'en reste là. Vous verrez que dans notre texte, nous parlons de violation manifeste, loi et règlement, l'intérêt général, la bonne foi. Tout y est pour préserver les lanceurs d'alerte qui ont été encore une fois évoqués tout à l'heure et pour lesquels on peut tous avoir de la sympathie. Même les exemples que je vous ai donnés, que je peux multiplier à l'envi, posent quand même aussi problème. Parce que si nous faisons une loi que dans 5 ans, ou même avant, nous sommes obligés de revenir parce que nous aurons eu 3 ou 4 affaires de lanceurs d'alerte qui n'étaient pas des vrais lanceurs d'alerte, et qu'on aura eu au tapis 200 ou 300 emplois et des entreprises importantes, il faudra recommencer. Donc voilà la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable, mais vous n'êtes pas surpris. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. J'ai une difficulté, Monsieur le Président, c'est que je présente un amendement, d'autres aussi, qui réécrit l'alinéa premier. Or, cet amendement réécrit l'ensemble de l'article et donc discuté avant, tout à fait légitimement, sur votre procédure. Il n'est pas possible de m'y opposer, ce que je voudrais faire, sans expliquer le mien, qui me paraît plus convenir, y compris en allant dans le sens de Monsieur Anziani. Donc, je ne sais pas, Monsieur le Président, comment vous souhaitez faire. Parce que je fais une proposition, le gouvernement fait une proposition, d'autres font des propositions. Ou alors il modifie l'alinéa premier, auquel cas il est en discussion commune avec les autres. D'accord. On rectifie. Il est retiré ou on... Attendez. Donc, ce que vous souhaitez, c'est qu'on... Alinéa 1, rédiger cet alinéa. Et donc, vous appelez les autres amendements. Rédiger cet alinéa. Alinéa 1, rédiger cet alinéa. Ça sur les suivants. D'accord. Et donc, il faut appeler l'amendement 417. Donc, on va appeler l'amendement 417. Madame Goulet. Mais je suis là. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet article, Monsieur le Ministre et Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des lois, est un article extrêmement attendu parce que cette définition, nous l'attendons dans une législation totalement disparate, totalement fragmentée et totalement éclatée.
Et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'hésitations sur le lanceur d'alerte, comme il y a beaucoup d'hésitations sur l'action de groupe, parce que ce sont des procédures qui heurtent notre démarche juridique habituelle. Alors, la proposition de rédaction que je vous fais est la suivante. Un lanceur d'alerte est une personne physique ou morale qui signale dans l'intérêt général de manière désintéressée et de bonne foi un crime, un délit ou une violation grave et manifeste des droits fondamentaux, de la loi et du règlement dont elle a eu personnellement connaissance. Cet amendement intègre d'autres éléments que ceux qui ont été signalés précédemment. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est la meilleure rédaction par rapport à l'ensemble des amendements qui sont en discussion commune. Merci. Le 646, Monsieur le ministre. Bien, Monsieur le Président, merci infiniment en tous les cas d'avoir accédé à ma demande pour clarifier notre débat. Nous sommes sur un des points les plus importants, en tous les cas, de cette partie-là du texte, la définition du lanceur d'alerte. C'est ce qui conditionne, au fond, l'ensemble de l'application des autres dispositions. Si nous avons un dispositif trop restreint, il y a des gens que nous sommes prêts, de bonne foi, les uns et les autres, à qualifier de lanceurs d'alerte et qui ne le seraient pas devant le juge, qui a bien entendu une définition restrictive de ce que serait le lanceur d'alerte. Et si nous faisons, et c'est la préoccupation de la Commission, une définition trop large, nous risquons d'embrasser des personnes dont aucun d'entre nous n'est susceptible de considérer qu'il s'agit de lanceurs d'alerte au sens où nous l'entendons les uns et les autres. Donc il faut bien calibrer ce dispositif. Deuxième chose, M. Colomba, avec sa fougue habituelle, nous dit nous ne légiférons pas au Luxembourg, heureusement. De même que le Luxembourg ne légifère pas en France. Juste incidemment, au niveau européen, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait comme une invitation à agir au niveau européen, c'est fait. Je vous le dis, Monsieur Colomba, c'est fait. Il y a une directive qui a été appliquée avec transparence. Mais non, mais vous êtes toujours à vouloir restreindre ça. Il y a sûrement des tas de choses à faire en plus, Monsieur Colomba. Il y a sûrement des programmes. Mais en l'occurrence, une directive, écoutez-moi, une directive a été adoptée. Elle est appliquée dans l'ensemble des pays. Elle est appliquée en France, qui fait qu'il y a transparence entre administrations fiscales sur la situation fiscale de chacun des pays. Si la transparence règle le problème du paiement de l'impôt. Et en l'occurrence, attendez, Monsieur Colomba, en l'occurrence, et je reprends mon calme, en l'occurrence, les situations LuxLeaks seraient connues, si elles continuaient, si elles avaient perduré, de l'administration française, qui aurait fait quoi? Qui aurait considéré qu'il n'y avait pas d'imposition réelle au Luxembourg et qui aurait imposé en France les bénéfices faits en France. Voilà exactement ce à quoi aujourd'hui nous aboutissons. Et si vous voulez regarder quelques-uns, et si vous regardiez quelques-uns des événements qui nous ont marqué récemment la vie judiciaire et la vie fiscale de quelques-unes des grandes entreprises, vous comprendriez qu'aujourd'hui, ça fonctionne. Donc, LuxLeaks, aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais ça a existé. Et ce que nous souhaitons les uns et les autres, c'est qu'une situation de cette nature ne puisse pas exister, non pas au Luxembourg, ça n'est pas notre fait, mais ne puisse pas exister en France. Et c'est la seule raison pour laquelle nous prenons les uns et les autres cet exemple de M. Deltour. Ce n'est pas parce que M. Deltour, ce serait inapplicable en France, puisque c'est au Luxembourg. Mais en France, s'il y avait une situation de cette nature, est-ce que M. Deltour serait ou non un lanceur d'alerte? Voilà la question que je pose. Pardon, monsieur le rapporteur, sauf à ce que vraiment vous arriviez à me convaincre de vos arguments, et pas seulement moi-même, manifestement au sein de cette Assemblée. Mais lorsque vous dites une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement, une violation grave et manifeste de la loi et du règlement, certes, ça n'est pas forcément un délit, certes, ça n'est pas forcément un crime, mais ça veut dire qu'une loi a été transgressée par l'entreprise. Au Luxembourg, LuxLeaks, la loi n'a pas été transgressée par les entreprises. Elle n'a pas été transgressée par les entreprises puisque c'était la loi luxembourgeoise. Et c'est cette loi luxembourgeoise et ses conséquences qui sont apparues tellement contraires à l'intérêt général que M. Deltour a considéré de son devoir de le faire connaître à l'extérieur. Je considère donc que votre définition ne couvre pas ce cas-là. C'est la raison pour laquelle, et de ce point de vue-là, je rejoins en grande partie les propositions de Mme Goulet, peut-être de beaucoup d'autres, je propose une définition qui a
quoi comme objectif? Le premier objectif, c'est de parler de la norme internationale. Vous me direz, ça va de soi, elle est applicable directement, mais je pense qu'il vaut mieux la citer ainsi. Et ensuite, c'est de faire allusion en particulier à cette question du préjudice grave pour l'intérêt général, qui me paraît être la seule définition qui aujourd'hui permette de couvrir des situations telles celles de M. Deltour. Voilà exactement l'objectif du gouvernement. Nous avons beaucoup débattu de cela à l'Assemblée nationale. J'y ai beaucoup réfléchi, y compris personnellement, pour essayer de trouver une rédaction, parce que je suis, moi aussi, très attaché à l'idée qu'il ne faut pas, en quelque sorte, dissoudre ce beau statut que nous voulons créer de lanceur d'alerte dans une sorte de marécage des divers règlements de compte personnels. Ce n'est pas notre objectif. Donc j'y ai beaucoup réfléchi et je pense que cette rédaction est peut-être pas la seule, il ne faut jamais considérer qu'il n'y a qu'une seule rédaction possible, mais en tous les cas est une rédaction qui répond aux préoccupations des uns et des autres, protéger des gens que nous considérons comme des vrais lanceurs d'alerte, sans pour autant ouvrir le statut à des gens dont nous considérons qu'ils ne méritent pas ce beau statut de lanceur d'alerte. Merci, Monsieur le Ministre. Le sous-amendement numéro 651, Madame Blandin. C'est un amendement qui prend acte que la meilleure des rédactions mentionne l'intérêt général pour couvrir les cas qui viennent d'être évoqués, qui seraient des translations en France de ce qui s'est passé pour les lanceurs d'alerte au Luxembourg. Néanmoins, le mot intérêt général, et d'ailleurs Madame de Romédy l'a dit dans son intervention, c'est quand même quelque chose qui est sujet à débat, l'intérêt général. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple simple, tous nos partis politiques ont des programmes, tous prétendent défendre l'intérêt général, pourtant ils sont drôlement différents. Donc ce sous-amendement mentionne des secteurs précis, la santé, l'environnement, les finances publiques, mais mentionne en plus l'intérêt général. Mais au moins, on sait que ces domaines-là seront concernés comme des thèmes sur lesquels on a le droit de faire de l'alerte. Petite précision pour Monsieur Colomba, dans cette loi, le lanceur d'alerte n'est pas seulement un salarié d'une entreprise, ça peut aussi être un riverain, un citoyen, témoin de quelque chose. Merci, Madame Blandin. Le 310, Monsieur Onziani. Le 310 revient également sur la définition avec cette question, pourquoi réduit-on le lanceur d'alerte à une personne physique? Pourquoi? Je ne comprends toujours pas, à moins qu'on estime, et c'est contraire à la définition retenue par l'article 6A, que le lanceur d'alerte ne peut être qu'une personne physique salariée d'une entreprise. Mais quand on lit la définition, on voit que ce n'est pas exactement ça. Alors pourquoi exclure une ONG? Une ONG qui va s'apercevoir à un moment donné qu'il y a quelques petits problèmes dans la fabrication de médicaments ou dans d'autres activités, elle ne pourra pas être considérée comme lanceur d'alerte. Pourquoi exclure une association? Et ça peut être aussi un certain nombre de personnes physiques qui se regroupent, et nous en sommes aujourd'hui souvent avec des actions collectives. Eh bien, l'association ne pourra pas. Une organisation syndicale qui finalement peut reprendre à son compte des observations de salariés au sein de l'entreprise, et puis qui porte cette question, elle ne pourra pas. Et même, d'ailleurs, une entreprise, une société, qui à un moment donné s'apercevrait qu'il y a une autre société, il y a d'autres peut-être de voies, mais qui procède d'une façon défectueuse, en tout cas d'une façon peut-être illégale, ou d'une façon qui n'est pas correcte au règlement, elle ne pourra pas non plus. Alors pourquoi exclure les personnes physiques? Je trouve que c'est une limitation extrêmement forte. Et là encore, je sais qu'à chaque fois qu'on fait référence à des textes internationaux, il y a toujours quelques grincements dedans, mais en même temps, c'est la réalité dans laquelle nous vivons et nous sommes tous profondément européens. Et donc, si je regarde la recommandation du Conseil de l'Europe, eh bien, je vois qu'il n'y a aucune distinction entre personnes morales et personnes physiques lorsqu'on définit les lanceurs d'alerte. Et si je regarde l'étude excellente, je l'ai dit tout à l'heure, de février 2016 du Conseil d'État, eh bien, je vois non plus qu'il n'y a pas de distinction. Donc, vraiment, essayer de retenir que la notion de personne, et on aura les personnes physiques et les personnes morales qui pourront être protégées. Merci, Monsieur Onziani. Le 547 rectifié. Oui,
Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Il est question ici de définir un statut général de lanceur d'alerte qui permettrait d'assurer à l'individu une protection spécifique après qu'il ait signalé un crime, un délit ou une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement. Il s'agit notamment de faire en sorte qu'il ne puisse être licencié, sanctionné professionnellement, ni que sa candidature ne puisse être écartée. Un tel statut existe déjà aujourd'hui dans le domaine de l'environnement et de la santé publique et il est aujourd'hui question de l'étendre à tous les domaines. La crainte partagée par une grande partie des membres du groupe RDSE est de voir court-circuiter l'autorité judiciaire dont on connaît les difficultés budgétaires. Il ne faudrait pas que des individus adoptent le réflexe de systématiquement se tourner vers la presse plutôt que vers les tribunaux quand ils observent des violations de la loi ou du règlement. Nous sommes donc majoritairement favorables à un statut de lanceur d'alerte qui soit subsidiaire de l'action du juge, qui la complète et qui intervienne en dernier recours. Le présent amendement a donc pour objet d'inscrire la référence de l'article 40 du Code de procédure pénale au cœur même de la définition du lanceur d'alerte pour rappeler que le recours au juge doit rester la procédure normale et le statut de lanceur d'alerte l'exception. Merci, Monsieur Requier. Le 379, Madame Blandin. L'argumentation est la même que le sous-amendement à l'amendement du gouvernement. Il réintroduit des précisions avec les termes de santé, environnement, liberté, finance, sécurité, aux côtés de l'intérêt général. Merci, Madame Blandin. Le 311, Monsieur Anziani. Monsieur le Président, c'est un mixte. À la fois, nous reprenons des termes de l'amendement du gouvernement sur l'engagement international. Oui, évidemment, on a le droit de dénoncer un manquement à un engagement international ratifié par la France ou approuvé par la France. Et puis en même temps, aussi les termes de ce que vient de dire Madame Blandin. Je ne comprends pas pourquoi dans le texte de la Commission des lois, on a abandonné ce qui figurait dans le texte de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire des faits présentant des risques ou des préjudices graves pour l'environnement, la santé ou la sécurité publique. Monsieur le rapporteur va nous dire qu'en réalité, c'est reporté dans d'autres endroits du texte. Oui, mais l'endroit où on définit, c'est bien cet article. Et dans la définition, et je crois qu'il est tout à fait utile de préciser ces éléments. Merci, Monsieur Anziani. Le 528 rectifié, Monsieur Colomba. Bien, n'en déplaise à ma collègue Blandin, un lanceur d'alerte, c'est pas un riverain. Un riverain, il me semble qu'il y a une confusion entre droit d'expression et puis la situation de quelqu'un qui, de par sa position, a des informations que les autres n'ont pas et surtout est en position de faiblesse par rapport à son employeur. Rien n'empêche un riverain de dire ce que vous faites là, c'est dangereux, c'est contraire à ceci, c'est contraire à cela. Qu'est-ce qu'il y a au plus? Qu'est-ce qu'il risque? Eh bien, d'être attaqué pour diffamation. Et quand on sait à quelles conditions on peut être condamné pour diffamation, on n'a quand même pas trop de soucis là-dessus. Donc, si, en plus, il y a quand même anguille sous roche. Par contre, le problème est totalement différent pour des gens qui dépendent d'un employeur, qui dénoncent finalement ce qui se passe à l'intérieur de leur entreprise. Parce que toute la question qu'on se pose, c'est quel est l'équilibre à maintenir entre effectivement la protection de ceux qui prennent des risques et ceux qui n'en prennent pas. Ceux qui dénoncent effectivement ce qui ressemble à des infractions, et puis les autres. C'est quand même ça aussi. Donc il me semble, et en plus j'ai eu la joie de constater que c'était apparemment ce que la Cour de cassation partageait à peu près cette façon de voir les choses, enfin ça n'avait pas de rapport au début, centrer cela dans le cadre de la relation de travail, ça me paraîtrait une bonne manière d'éviter un certain nombre de dérives et de protéger ceux qui méritent le plus d'être protégés parce qu'ils sont effectivement en danger. Merci, Monsieur Colomba. Alors, Monsieur le rapporteur, on commence par le 309 rectifié. Monsieur le Président, j'ai 8 amendements, j'ai 16 minutes. Oui. Allez-y, Monsieur le rapporteur, vous les avez. Merci beaucoup. Bien, c'est quand même la définition est difficile, puisque Madame Goulet nous en propose une, Madame Blandin nous en propose une, Monsieur Anziani nous en propose une,
Monsieur le ministre nous en propose une. Monsieur Colomba nous en propose un peu moins, mais nous en propose une. C'est un peu plus loin. Et la Commission en propose une. Force est de constater que ce n'est pas très facile de trouver une définition à ce lanceur d'alerte. Alors, moi j'ai beaucoup entendu, et je vais faire une première observation, j'ai beaucoup entendu que toutes les observations, c'était le cas d'Antoine Deltour. Et Monsieur le ministre, vous m'avez dit, mais prouvez-moi, démontrez-moi que votre définition permet à Antoine Deltour d'être protégé. Si je vous le démontre, on en reste à la définition de la Commission. Alors, le cas... Voilà. Le cas d'Antoine Deltour est bien visé par la définition du lanceur d'alerte retenue par la Commission. La Commission, un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale dans l'intérêt général, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime, un délit ou une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement, qui n'est pas forcément un délit, ou un crime dont il a eu personnellement connaissance. Or, certaines pratiques abusives visant à se soustraire à l'impôt sont des violations graves et manifestes de la loi, même si ce ne sont pas des délits. Eh bien, et dans le cas d'Antoine Deltour, c'était un peu ce qu'il y avait derrière. Je pense à l'article 64 du livre des procédures fiscales qui définit l'abus de droit qui permet de caractériser les manquements signalés par M. Deltour. Je vous dis, l'abus de droit en fiscal, c'est le fait de rechercher, c'est le texte, rechercher le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, faits qui n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales de l'intéressé. Actuellement, l'abus de droit fiscal n'est pas pénalement sanctionné, mais pour autant, c'est néanmoins prohibé par le livre des procédures fiscales. Donc, avec notre définition, Antoine Deltour est protégé en France. Il ne l'est pas au Luxembourg pour toutes les raisons que nous avons données tout à l'heure. Donc, je vous rappelle d'ailleurs qu'Antoine Deltour, au Luxembourg, est poursuivi pour divulgation du secret des affaires, qui n'est d'ailleurs pas un délit en France, mais surtout qu'il est poursuivi pour s'être introduit frauduleusement dans un système informatique. Tout lanceur d'alerte n'a peut-être pas systématiquement à s'introduire frauduleusement dans un système informatique. Je livre toutes ces explications à votre sagacité. J'en viens maintenant aux amendements. Alors bon, j'ai plusieurs définitions, je vais en revenir à celle qui a ma faiblesse, c'est-à-dire celle de la Commission des lois. Alors, l'amendement de Madame Goulet. Alors, vous élargissez considérablement la notion de lanceur d'alerte, vous en êtes d'ailleurs d'accord, vous ne vous en cachez pas, et vous prévoyez, ce qui fait que je vous donnerai un avis défavorable, ou peut-être vous le retirerez. Cet amendement prévoit qu'une personne morale peut être un lanceur d'alerte. Lanceur d'alerte, ce n'est pas un brevet de gloire, ni un titre de gloire. Un lanceur d'alerte, pour nous, c'est un moyen de défense. Il va se défendre contre une violation du secret professionnel qu'il a commis avec l'accord de la loi, et il va se défendre contre une discrimination dont il fait l'objet dans son travail. Lanceur d'alerte, c'est avant tout un moyen de défense. Et ça ne peut pas être une personne morale. Une personne morale, une société ne connaît pas personnellement une situation. Ça passe bien sûr par nécessairement une personne physique. Et si nous voulons un responsable, il ne faut pas que ce soit une personne morale. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons exclu la personne morale, qui élargirait considérablement peut-être le champ des lanceurs d'alerte, mais qui en plus diluerait totalement la responsabilité de celle-ci. Donc je vous demande de bien vouloir le retirer. Si vous ne le retirez pas, j'émets à la demande de la Commission un avis défavorable. Pour la définition du gouvernement, qui est certes un peu plus restrictive que celle de M. Anziani, qui peut-être d'ailleurs permettra de réfléchir, mais pour autant, qu'est-ce que c'est que tout risque ou préjudice grave pour l'intérêt général? Je pense que là, ce n'est pas assez précis, et je ne crois pas qu'un renvoi à la notion d'intérêt général, non pas comme une condition, comme le prévoit le texte de la Commission, mais comme un motif de l'alerte, soit conforme à la jurisprudence constitutionnelle. De cette définition naît tout de même une irresponsabilité pénale ou l'application de délits prévus par le droit commun. Et je considère, et je pense ne pas avoir été écouté tout à l'heure, que vous mettez un peu le défenseur d'alerte en difficulté lui-même lorsque le juge, à la fin, considérera votre définition tellement grande qu'il considérera que ce n'est plus un lanceur d'alerte. Donc, c'est évidemment aussi un avis défavorable. Évidemment, les amendements de Mme Blandin, c'est exactement pour la même raison, puisque vous ajoutez après toute... Oui, vous précisez, mais vous ajoutez une liste
l'environnement, la santé, les libertés, lesquelles? Les finances, les finances, la sécurité publique. Donc, encore une fois, la loi pénale est d'interprétation stricte et je crains que sur ce point, on ait quelques difficultés et que le Conseil constitutionnel nous renvoie à revoir notre copie. Donc, c'est également un avis défavorable. Enfin, l'amendement 310, personne morale, je me suis expliqué à l'occasion de l'amendement de Madame Goulet. Je ne pense pas personnellement qu'une personne morale soit capable de connaître personnellement d'un fait, mais c'est un débat. Avis défavorable. Après, l'amendement de Monsieur Mézard qui vise à prévoir qu'un lanceur d'alerte doit être une personne n'ayant pu utiliser l'article 40 du Code de procédure pénale. Alors là, je pense qu'il y a une confusion. Là, il y a une confusion. L'article 40 du Code de procédure pénale ne concerne que les agents publics. Et les agents publics, oui. Alors, contrairement, je vois qu'on va être d'accord sur ce point, Monsieur le Ministre, contrairement à l'alerte, l'article 40 pose donc une obligation de dénoncer un délit ou un crime dont un fonctionnaire, un agent public, pardon, a eu connaissance de l'exercice de ses fonctions. Le lanceur d'alerte n'est pas un fonctionnaire qui signale au procureur de la République des faits dont il a l'obligation de les dénoncer. Alors, dans cette hypothèse, il doit évidemment suivre les procédures qui s'imposent à lui, et notamment l'article 40. Ce n'est pas non plus une victime, ce n'est pas un témoin, ce n'est pas un journaliste, ce n'est pas forcément le voisin qui est victime d'une situation. Il a d'autres possibilités pour faire ça. Il se plaint au procureur de la République. Dans les 3 mois, s'il n'a pas de réponse, il saisit le juge d'instruction, ou il va voir un journaliste, ou il exprime son opinion, comme disait notre collègue tout à l'heure. Donc, ce n'est pas la même chose. Vous voyez que le débat, on a chacun nos convictions, nos certitudes. Ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas du tout évident au regard des conséquences que pourront avoir les signalements faits par des lanceurs d'alerte, quelquefois de bonne foi, quelquefois d'ailleurs de bonne foi, peut-être même toujours de bonne foi, mais la bonne foi, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des dégâts après. Donc c'est également là un avis défavorable. Madame Blondin, après, je vous l'ai dit tout à l'heure, la définition me paraît large, trop large, je m'en suis expliqué tout à l'heure, c'est évidemment le même avis défavorable. Sur l'amendement de M. Anziani, c'est l'élargissement de la notion de lanceur d'alerte, je parle de l'amendement 311, c'est évidemment de même nature, l'argumentation est exactement de même nature. Enfin, un amendement intéressant qui va peut-être susciter un débat, et j'en aurai bientôt fini, c'est l'amendement de M. Colomba, ou en tout cas qui a été présenté par votre groupe, qui vise à encadrer la définition du lanceur d'alerte en limitant les informations pouvant être signalées à celles issues d'une relation de travail. Vous avez fait allusion à un arrêt extrêmement récent de la Cour de cassation, qui d'ailleurs n'est pas une révolution dans le droit, puisqu'en matière de droit social, on ne peut pas justifier un licenciement pour faute grave parce qu'un employé a dénoncé un délit au sein de son entreprise. Ça ne s'est encore pas trop vu en matière de droit du travail. Donc là, ça me semble être une précision utile, en tout cas c'est ce que j'ai dit à la Commission, qui a bien voulu me suivre et donner un avis de sagesse. La protection des lanceurs d'alerte n'existe que par rapport au risque de représailles qui pèsent sur les personnes. Or, si la personne dénonce des faits extérieurs à son employeur, elle ne risque pas de représailles, pas plus qu'elle ne risque des représailles sur son contrat de travail, ce n'est pas son employeur. Elle n'a pas non plus violé un secret professionnel, donc elle n'a pas à être protégée de violer un secret professionnel qu'elle n'a pas violé. C'est une victime, elle dépose plainte. Si elle ne dépose pas plainte, c'est que c'est une faute civile, eh bien elle va dans le tribunal civil et demande une indemnisation sous fondement de l'article 1382 du Code civil. Si c'est un témoin, il est protégé. Un témoin, c'est protégé lorsque ça témoigne. Si c'est un journaliste, il a le secret des sources. Donc là aussi, sur ce point, à l'inverse, j'émets un avis de sagesse, voire favorable. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Bien, Monsieur le Président, je crois que nous n'allons pas reprendre tous les arguments, mais, pardon, Monsieur le rapporteur, vous ne m'avez pas convaincu. Je vais juste... Mais franchement, nous sommes tous de bonne foi, donc je pense que si on regarde les choses en face, on devrait pouvoir, au moins sur les diagnostics, tomber d'accord. Je reparle encore de LuxLeaks. LuxLeaks, est-ce que c'est une entreprise qui, comme on pourrait le dire en France, commet un abus de droit? La réponse est non,
puisque LuxLeaks, c'est le gouvernement qui accorde entreprise par entreprise on appelle ça justement un rescrit, là-bas en français, si on dirait un rescrit, qui autorise cette entreprise pour l'avenir à ne payer quasiment pas d'impôts. Ce qui a choqué M. Deltour, on peut le comprendre, c'est qu'il a eu connaissance de toute une série de situations de cette nature et qu'il a porté à l'extérieur connaissance de cette situation anormale, tellement anormale que la loi a changé au Luxembourg et que maintenant, je le répète pour tous ceux qui ne m'auraient pas écouté, cette disposition existe dans l'ensemble des pays des 28 pays, 28 encore, de l'Union européenne. Donc, je ne transpose pas ensuite en France, mais c'est juste ce que je voudrais vous dire. Imaginons qu'il y ait aujourd'hui en France un gouvernement, un ministre, peut-être un ministre des Finances, qui se mette à accorder à toute une série d'entreprises des rescrits comme ça, lui permettant de ne payer aucun impôt. Et imaginons qu'il y ait un salarié dans ces entreprises ou bien dans une entreprise qui s'occupe de gérer les situations et qui dise « ceci est anormal ». Eh bien, dans ce cas-là, en France, votre définition ne le couvrirait pas. Voilà, juste. Après, on ne va pas se convaincre sur ce point. Je reprends sur les amendements. Bon, Monsieur le Président, comme le gouvernement fait une proposition, c'est une proposition qui se substitue en quelque sorte ou qui est en concurrence avec les autres propositions. Et donc, ça m'est difficile de donner un avis favorable aux autres amendements que le mien, puisque sinon le mien tomberait si les autres étaient adoptés. Mais je suis sensible aux arguments de M. Anziani sur la question de la personne morale, de même que je suis sensible aux arguments de M. Colomba sur la question du relation du travail. Parce qu'effectivement, pourquoi voulons-nous protéger le lanceur d'alerte? Parce que s'il porte à la connaissance, il se met en danger. Est-ce qu'une association dont c'est la vocation que de défendre l'environnement ou de lutter contre la corruption qui donne à connaître telle ou telle situation se met en danger? Non, elle fait simplement son travail, sauf à être dans une dénonciation calomnieuse ou quelque chose de cette nature. Donc, la réalité des choses, c'est évidemment quelqu'un qui est dans une relation de travail au sein de l'entreprise. Donc je suis sensible à cet argument et si par la suite des discussions ceci pouvait être pris en compte, ça ne me gênerait pas. Mais Monsieur le Président, je me résume. L'amendement 309, 417, 310, 547, 379, 311, 528 étant en discussion commune et en concurrence avec celui du gouvernement, je donne un avis qui ne peut pas être favorable, souhaitant que l'amendement du gouvernement soit adopté. Et le sous-amendement, Monsieur le Ministre, 651. Raison. Sur le sous-amendement. Alors, Madame Blandin n'est pas du tout en contradiction avec l'amendement du gouvernement. Elle cherche en quelque sorte à l'illustrer. Non pas à le préciser, mais à l'illustrer. C'est d'ailleurs c'est exactement comme ça qu'à l'Assemblée nationale, les députés ont raisonné. Mais ils avaient dit que la liste à laquelle vous faites allusion, c'était les seuls cas d'atteinte grave. Dans ma proposition, je ne délimite pas définitivement les atteintes graves, mais vous les illustrez. Il faut faire attention quand on illustre à ne pas restreindre. Donc je pense qu'il vaut mieux avoir ma proposition qui est un peu plus large que celle qui risquerait de pousser à une restriction de la définition du lanceur d'alerte. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président Bas. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, nous pouvons être en désaccord, mais il ne faut surtout pas que nous restions sur un malentendu. Certains font de la politique fiction, nous ne faisons pas de la loi fiction. Pour que nous ayons à nous prononcer de telle manière que jamais un Antoine Deltour ne soit condamné en France. Encore faudrait-il que le gouvernement français puisse prendre des rescrits qui conduiraient à exonérer des entreprises de charges fiscales que l'ensemble des entreprises de France devraient assumer. Le rescrit, c'est une pratique d'ailleurs très utile, qu'on pourrait songer à étendre, mais vous ne le proposez pas aujourd'hui, et qui consiste à garantir aux contribuables, l'entreprise en l'occurrence, que la loi fiscale doit être interprétée d'une certaine façon, mais certainement pas en contradiction avec sa lettre. Bon. Eh bien,
Dans la mesure où la législation française, dans le domaine fiscal, n'est en rien comparable à la législation luxembourgeoise, pourquoi voulez-vous que nous fassions courir le risque, par notre définition, à un Antoine Deltour intervenant en France comme lanceur d'alerte, d'être condamné? Si nous adoptons le texte de la commission des lois, et même si nous ne l'adoptions pas d'une certaine façon, de toute façon, pour qu'il y ait une condamnation d'un monsieur Deltour, il faut qu'il y ait la loi luxembourgeoise. Et vous ne nous proposez pas de transposer la loi luxembourgeoise, car si vous nous l'aviez proposé, alors on aurait pu légitimement se poser la question de définir le lanceur d'alerte comme vous souhaitez qu'on le définisse. En réalité, nous avons, de mon point de vue, un système clair, simple, qui ne souffrira pas de divergences possibles d'interprétation. Violation, non plutôt délit, crime, violation de la loi et des règlements. Formule très large. Dans violation de la loi et des règlements, comme nous l'a dit très justement monsieur le rapporteur à l'instant, il y a bien l'abus de droit fiscal. C'est pour moi une interprétation qui s'impose. Et si nous sommes bien d'accord là-dessus, d'abord que le contexte de la législation fiscale française est totalement différent du contexte de la législation fiscale luxembourgeoise, et que nous sommes aussi d'accord pour dire que l'article 64 du livre des procédures fiscales, qui définit l'abus de droit fiscal, s'appliquerait et permettrait d'exonérer de sa responsabilité pénale un lanceur d'alerte qui révélerait un abus de droit fiscal. À ce moment-là, monsieur le ministre, vraiment, je vous le dis, notre débat est juridique et technique, il n'est pas politique. Et dans ce débat juridique et technique, je crois que notre discussion éclaire suffisamment les choses pour nous rassurer pleinement sur le fait que la définition des lanceurs d'alerte que la commission des lois vous propose de donner satisfait pleinement votre souhait qu'il n'y ait jamais de condamnation d'un Antoine Deltour en France. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur. Difficile d'apporter des précisions après l'intervention du Président, mais je voudrais uniquement vous répondre à l'exemple que vous avez pris. Un ministre comme ça, dans l'ombre, distribue des faveurs fiscales à je ne sais quelles entreprises, et un Antoine Deltour vient dénoncer cette situation. Il a parfaitement raison. Le ministre est hors la loi. Il est en violation grave et manifeste de la loi. Mieux, le ministre est en train de commettre un délit. C'est le délit de concussion. On ne peut pas volontairement renoncer à la perception de l'impôt. Donc là, dans votre exemple, Antoine Deltour, non seulement il a la première page des journaux, mais il est sanctifié. Rapporteur. Monsieur Anziani. Une observation simplement pour simplifier le débat et dire que je retire l'amendement 309 au profit de l'amendement du gouvernement qui est sans doute rédigé avec plus de précision. Je maintiens néanmoins l'amendement 310 qui a le mérite de traiter de toutes les personnes et pas uniquement des personnes physiques. Mais j'ai envie aussi de faire une observation par rapport au débat que je viens d'entendre. C'est vrai, mais il y a un autre cas. L'autre cas, c'est si on trouve, par exemple, des produits dangereux, comme on a pu trouver l'amiante. Si on trouve de l'amiante et que quelqu'un signale l'amiante, en quoi votre premier paragraphe va-t-il empêcher des poursuites contre la personne? Et je vous rappelle qu'il y a eu des personnes qui ont été poursuivies parce qu'elles ont révélé l'existence de l'amiante. Au moment où elles révèlent l'existence de l'amiante, vous n'avez pas un loi ou un règlement qui interdit l'amiante. Alors comment votre texte ne fonctionnera pas? Et donc il y a des lanceurs d'alerte tout à fait utiles pour la santé qui ne pourront pas être protégés. Monsieur Colomba. Oui, je suis bien. Tout à l'heure, notre collègue Anziani nous a dit qu'il s'agissait d'aller plus loin. Moi, ma crainte, c'est qu'on aille à la place. Parce que le problème, c'est certes d'assurer la sécurité de ceux qui, notamment dans leur cadre de travail, dénoncent des irrégularités et donc se mettent en danger.
Mais c'est aussi qu'on réduise progressivement ces zones floues entre le licite et l'illicite. Et vous savez bien tous que l'un des terreaux de la délinquance financière, c'est ça. C'est permis, pas permis, c'est entre les deux, c'est permis tant que ça rapporte. Enfin, je ne reviendrai pas sur l'affaire Kyriel qui n'a rien à voir avec ce soir. Enfin, c'est un peu ça. Hein, on ne sait pas où on en est. Et on laisse se perdurer. Et c'est ça, c'est ce flou. C'est pour ça que je plaide pour le maximum de pénalisation de ces délits, parce qu'au moins ils auront de la consistance. Et on évitera, on dit que le système financier est criminogène, c'est-à-dire qu'il crée des tentations. Il crée des tentations de transgresser. Donc, encore une fois, pour aller dans le sens du vent, c'est ça. C'est-à-dire, bon, on va régler le problème parce qu'on va sécuriser les lanceurs d'alerte. On attend qu'on dénonce, qu'il y ait un scandale, on protège celui qui fait le scandale, et après, on agit. Hein. Non, moi, l'idéal, pour moi, ça serait qu'on prévienne, qu'on fasse avant, qu'on fasse ce travail de clarification. Merci, Monsieur Colomba. Madame Goulet. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, j'ai bien compris que les personnes morales étaient hors de la sphère d'entendement de notre commission, donc j'ai bien compris. Reste la question des droits fondamentaux, qui, à mon avis, est quand même une définition un tout petit peu plus large et qui comprendrait évidemment les éléments soulevés par Madame Blondin, notamment toutes les questions liées à l'environnement, à la santé. Et puis, en revanche, donc je vais retirer mon amendement, ça allégera les débats, mais le cadre des relations de travail, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, n'est vraiment pas suffisant. Parce que dans toutes les notes et dans toutes les instances, y compris Transparency International, qu'on a cité à plusieurs reprises, il y a aussi les problèmes des bénévoles, le problème des sous-traitants, le problème des stagiaires, des problèmes de gens qui peuvent simplement avoir eu connaissance d'un certain nombre de difficultés. Et je pense que réduire la définition à des liens de travail me semble, pour le coup, extrêmement réducteur. Donc, pour en revenir à cet amendement 417, je le retire, considérant néanmoins que les droits fondamentaux n'étaient pas une notion tout à fait absurde, et je suis absolument pas d'accord avec l'amendement 528 qui limiterait pour le coup les lanceurs d'alerte aux relations de travail. Merci Madame Goulet. Monsieur Abad. Mais en fait, il y a deux choses, deux visions qui s'affrontent. D'un côté, on a, je pense assez sincèrement, envie effectivement de protéger les lanceurs d'alerte, mais on nous dit qu'il ne faut pas le faire trop et puis pas trop généraliser, et puis pour éviter les abus et autres situations difficiles. Et de l'autre, il y a la volonté de créer un statut. C'était l'esprit dans lequel l'Assemblée nationale avait écrit son texte en première lecture. Et moi, il me paraît tout à fait correct, complet. Je partage effectivement l'idée qu'il ne faut pas réduire les choses au monde du travail, parce que les pressions dans le travail, ça existe, mais les pressions sur les citoyens lambda, ça existe aussi. Qui achètent de l'eau, éventuellement. On a tous vu un film célèbre en la matière. Et je pense que les craintes qui sont exprimées de dérapage, mais notre droit est suffisamment armé, je ne suis pas un grand spécialiste, pour punir ou dissuader tous ceux qui veulent faire de la diffamation, de la délation, tous ceux qui voudraient se faire de la pub. Et moi, en ce qui nous concerne, pour notre groupe, nous sommes tout à fait d'accord avec l'écriture en première lecture, donc nous serions favorables à aux amendements du gouvernement, mais nous aimerions aussi quand même qu'on intègre de manière plus générale les associations et autres personnes. En même temps, Madame Blandin, de deux choses l'une, soit effectivement, et là Monsieur le ministre vous avez raison, soit effectivement on illustre de la manière la plus complète possible, et alors à ce moment-là il faut absolument intégrer des affaires financières, soit on n'illustre rien du tout, on reste sur l'intérêt général qui inclut
par nature, y compris les affaires financières, les problèmes de fiscalité, etc. Merci. Merci, Monsieur Abad. Madame Blandin. Première précision, la rédaction que je proposais mentionnait bien la finance. L'intérêt général, c'était après pour faire la voiture balai. Dans les amendements qui nous restent, donc, après les retraits, on a une première alternative. La commission, c'est crime, délit, violation. Je suis désolée, la fuite de benzène, les émanations de perchloréthylène ou le mercure dans la rivière ne sont pas couverts comme scénario par votre texte. Parce que c'est pas un délit volontaire, c'est pas une violation du droit, c'est un tuyau qui s'est rompu. Voilà, ça c'est la première chose. En revanche, l'amendement du gouvernement couvre ce scénario comme celui de M. Anziani. La deuxième alternative qui a failli séduire, c'était la proposition de M. Colomba de se limiter au monde du travail. Je suis désolée, mais Véronique Lapides, qui était à Vincennes et qui s'était émue du nombre de leucémies chez les tout-petits de la maternelle dans une seule classe, au point qu'on a regardé la friche industrielle en dessous et qu'on y a trouvé des choses pas catholiques, elle n'était pas dans une relation de travail et elle a été poursuivie initialement pour diffamation. Elle a eu les pires ennuis. Ça ruine les gens. Pierre Ménéton, chercheur de l'INSERM, qui fait une publication qui dit « La consommation de sel ruine les artères et cause une mortalité excessive en France », se fait poursuivre par une grande société de saline. Il est ruiné. Il n'est pas défendu par l'INSERM. On n'est pas dans les relations de travail, là. On est un chercheur qui fait du outing sur ce qu'il a découvert et une firme qui lui tombe dessus. Donc, il est nécessaire de ne pas enfermer la définition du lanceur d'alerte aux relations de travail, sinon nous reviendrions en arrière par rapport aux droits existants. Merci, Madame Blandin. Monsieur le rapporteur. Oui, je voudrais répondre directement à Madame Blandin pour la rassurer de manière ferme, avec beaucoup de conviction. C'est que votre loi 2013, c'est grâce au Sénat si elle ne passe pas à la trappe, puisque le texte revenant de l'Assemblée avait supprimé ce qui vous protège et ce qui répond à votre inquiétude, puisque la Commission nationale de déontologie et des alertes en matière de santé et d'environnement, elle existe. Elle continue à exister. Elle n'existe pas parce qu'il manque 2 membres qui n'ont pas été nommés, paraît-il. Mais bon, mais elle existe. Donc, votre loi répond encore à votre inquiétude. Et celle-là, et dans celle-là, nous avons un statut général, mais nous avons précisément veillé à ce qu'il ne puisse pas atteindre ce que je viens de citer dans votre... Donc vous êtes parfaitement rassuré sur ce point. Vous n'avez pas à rajouter ce qui existe déjà et qui a été sauvé parce que la commission des lois a supprimé la suppression de l'Assemblée. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Vincent. Oui, merci Monsieur le Président. Je crois que tout le monde comprend bien dans la logique de la Commission la nécessité de ne pas aller vers une société de la délation, voire à créer des situations juridiques inextricables. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Je voulais tout de même souligner à la suite des propos de notre collègue Anziani que, en vous calant de manière très rigoureuse finalement sur les principes actuels du droit, vous vous privez et vous nous privez tout de même du traitement des situations qui sont de plus en plus nombreuses dans notre société, qui concernent des problèmes ou des risques qui ne sont pas encore inscrits ou prévus ou répertoriés dans nos principes juridiques. Je voulais juste illustrer la question du secteur financier. La France a perdu des dizaines de milliards d'euros dans plusieurs affaires ces dernières années. Il est évident qu'à l'intérieur de ces entreprises, certains salariés savaient étaient tout à fait en capacité de dire que des risques étaient pris manifestement en décalage avec les possibilités des banques concernées et par la suite de l'ensemble de l'économie. Ce type d'alerte ne peut pas être pris en compte en se calant sur les principes qui sont les vôtres et au contraire pourrait, je le crois avec efficacité, tirer profit d'une définition qui fait référence à un préjudice grave
à l'intérêt général, parce que préjudice grave à l'intérêt général, on peut aussi espérer que dans la qualification juridique éventuelle de cette situation, nous n'aurions que des situations relativement exceptionnelles par définition. Merci, Monsieur Vincent. Bien, je vais donc mettre aux voix le 646, puisque le 309... le 309 rectifié a été retiré, le 417 a été retiré, et donc nous allons voter sur le sous-amendement 651 avant de voter sur le 648. C'est Madame Landin, si c'est pour retirer. Je le retire, oui, on va gagner du temps. Il est retiré. Merci Madame Landin. Donc le 646, j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe républicain sur l'amendement 646. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que bien sûr l'avis du gouvernement est favorable. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin 413 sur l'amendement numéro 646. Nombre de votants 343, nombre de suffrages exprimés 341. Pour l'adoption, 139, contre 202. Le Sénat n'a pas adopté. Voici le résultat du scrutin numéro 414 sur l'amendement numéro 310. Nombre de votants 345, nombre de suffrages exprimés 343. Pour l'adoption, 139, contre 204. Le Sénat n'a pas adopté. Le 547 rectifié qui a été présenté par Monsieur Colomba, qui a reçu 2 avis défavorables. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 379 qui a été présenté par Madame Blandin, qui a reçu 2 avis défavorables. Comment? Il est retiré. Le 311, est-ce qu'on peut considérer que c'est le même vote que le 310? On est d'accord? On est d'accord. Même vote donc. 528 rectifié, qui a reçu un avis défavorable du gouvernement et une sagesse de la part de la commission. Pas défavorable, Monsieur le Ministre, sur le 528 rectifié? Intérêt. Une nouvelle notion à décrypter. Merci, Monsieur le Ministre. Vous nous facilitez la tâche. Bien. Donc, intérêt sur le 528 rectifié, c'est sans malice. Hein. Et sagesse de la part de la Commission. Je le mets aux voix. Qui est pour? Madame Blandin, vous souhaitiez vous exprimer? Excusez-moi, allez-y. Allez-y. Vous prendrez que quelques secondes pour dire que c'est vraiment pas intéressant et que ça serait une grande régression. Voilà. Donc, je voterai contre. D'accord, Madame Blandin, merci. Donc, pas d'autres explications de vote. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Alors, bon, s'il y a doute, on se lève. Qui est pour? Mais les mêmes, hein. Qui est contre? Ça fait 11-11, il n'est donc pas adopté. Merci, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Un amendement 644 présenté par le gouvernement, Monsieur le Ministre. Oui, Monsieur le Président, il s'agit d'intégrer dès le stade de la définition du lanceur d'alerte, et non pas ultérieurement, l'exclusion du secret de la défense nationale, du secret médical,
du secret des relations entre un avocat et son client. Ce sont des dispositions qui avaient été intégrées, me semble-t-il, utilement à l'Assemblée nationale. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le rapporteur. La Commission n'avait pas mentionné ce texte exactement au même endroit. On peut comprendre les craintes du gouvernement. C'est un avis favorable. Avis favorable de la part de la Commission. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. 2 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Un 312, monsieur Anziani. Oui, Monsieur le Président. Cet article 6A est un article sur la définition, mais il comporte 2 alinéas. Le premier alinéa dit oui, nous sommes favorables au droit à l'être et à reconnaître un droit à l'être. Et le deuxième alinéa, tout de suite après, dit ouais, mais faites attention. Faites attention, les lanceurs d'alerte, ça pourrait vous coûter cher. Et c'est cette articulation entre, d'un côté, donner une définition en disant on est d'accord, mais juste après dire attention, vous pouvez recevoir un coup de massue. Je crois d'abord que c'est maladroit comme définition. Et après, je ne vois pas très bien, en dehors du fait que ça manque un peu d'enthousiasme quand même pour les lanceurs d'alerte, je ne vois pas très bien l'intérêt. Pourquoi? Parce que les sanctions contre les lanceurs d'alerte de mauvaise foi ou qui commettraient un certain nombre d'erreurs, elles existent déjà. Il y a évidemment celles qui sont citées par l'alinéa 2, l'article 226-10 du Code pénal, l'article 1882 du Code civil. J'ajouterais qu'il y a également la diffamation, qu'il y a également évidemment la dénonciation calomnieuse, qu'il y a toutes les voies de procédure civile pour réparer les préjudices causés à autrui. Bien sûr, elles existent, ce n'est pas la peine de le mentionner. Et là, souvent, on dit entre nous, mais faut-il que la loi bégaye? Et on dit, ben non, quand la loi prévoit quelque chose, ce n'est pas la peine de répéter ce qu'il y a dans la loi par ailleurs. Et là, tout d'un coup, finalement, notre commission des lois, qui est très sourcilleuse sur cette affaire de bégaiement dans la loi, elle trouve que c'est bien de répéter. Alors moi, je trouve que c'est une erreur de rédaction. Je pense qu'on aurait pu néanmoins faire un article sur la responsabilité. Je pense qu'on aurait pu le faire, mais pas au moment de la définition. Il est quand même paradoxal qu'au moment de la définition, on retienne la sanction et qu'on ne retienne pas la protection. Je voudrais bien savoir pourquoi, dans la définition, on ne met pas la protection du lanceur d'alerte. Non, on préfère la protection l'enlever et lui consacrer d'autres articles, mais la sanction, tout de suite le mettre avec la définition. Je pense que c'est particulièrement maladroit. Merci, monsieur Anziani. Le 544 rectifié, monsieur Ruquier. Monsieur, mes chers collègues, cet amendement a pour objet de prévenir une utilisation dévoyée du statut général de lanceur d'alerte. Il s'agit de prévoir la large diffusion d'une éventuelle décision de condamnation prise à l'encontre d'un individu qui aurait utilisé le statut de lanceur d'alerte pour faire des dénonciations calomnieuses par voie de presse. Cet amendement vise donc à inscrire dans le corps de la définition du lanceur d'alerte une mise en garde pour ceux qui souhaiteraient utiliser ces statuts à des fins détournées, à la suite de la référence aux articles 226-10 du Code pénal et 1382 du Code civil ajoutés par le rapporteur. Merci, monsieur Ruquier. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président. Bon, on cherche un équilibre, on a voulu l'écrire dans la loi. Le pôle lanceur d'alerte est protégé. En revanche, on dit que ça ne peut pas être à n'importe quel prix et sans une responsabilité. Bon, la loi le dit. Elle aurait peut-être pu ne pas le dire, mais là au moins, ça pose le problème. Et puis ça pose le problème, la loi elle est faite pour être lue, y compris par les lanceurs d'alerte, ce qui fait qu'au moins, là, elle sera claire et que personne ne sera censé l'ignorer. Donc voilà la raison pour laquelle la Commission des lois a donné un avis défavorable à cette suppression. Sur l'autre amendement, la précision qu'il propose concernant les publicités paraît totalement inutile puisque le Code pénal prévoit déjà des peines complémentaires de publicité de l'information. De même, d'ailleurs, la loi de 1881 sur la liberté de la presse permet l'application de plusieurs dispositions en matière de diffamation. Donc là, il n'est pas utile d'inscrire ces dispositions puisqu'elles existent déjà. Donc là, je vous suggère le retrait. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre. Alors, monsieur le Président, sur le 312 favorable et le 544 défavorable. Merci, monsieur le ministre. Pour l'explication de vote, monsieur Abat, sur le 312.
Oui, nous serons défavorables sur ces deux articles. Je crois que ça illustre bien ce qu'on expliquait. Il y a d'un côté effectivement une volonté de protéger un peu, mais très timoré, on a très peur des dérapages. Et en même temps, vous avouez vous-même par votre amendement que eh bien, le dispositif législatif, il existe, qui évite ces dérapages. On nous dit souvent que la loi est bavarde. Anziani en a fait état. Je ne vois pas du tout l'utilité. Sauf que, je répète, ça illustre parfaitement la problématique dans laquelle on se trouve. Il s'agit de définir un statut pour les lanceurs d'alerte et non pas d'emblée, effectivement, de prévoir des sanctions au cas où les lanceurs d'alerte feraient des choses illégales. Ce n'est pas l'esprit là dans lequel nous abordons ce texte. Et donc, ces deux amendements nous paraissent... Enfin, nous ne voterons pas ces deux amendements. Merci, Monsieur Abad. Madame Goulet. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, moi je ne voterai pas non plus ces deux amendements pour une raison assez simple. On a vu depuis plusieurs années que finalement la loi avait du mal à mettre en place ce statut des lanceurs d'alerte. C'est pour ça qu'il est tellement éclaté. Donc aujourd'hui, nous avons ce statut que nous sommes en train de voter, mais en même temps, ce statut ne doit pas être de la délation. Et puis, il est absolument indispensable de rappeler les responsabilités des lanceurs d'alerte pour une raison très simple, c'est que le temps judiciaire entre le lanceur d'alerte et la réparation en cas d'alerte, de fausse alerte, j'allais dire, ce temps judiciaire-là est extrêmement long. Et le rapporteur et le président de la commission des lois l'ont très bien rappelé tout à l'heure. Une entreprise qui aurait été victime d'un lanceur d'alerte de façon abusive va mettre des années à récupérer ou à retrouver une position si jamais ce lanceur d'alerte n'a pas purement et simplement réduit à la faillite ou pire. Donc, en raison de ce décalage du temps judiciaire, notamment de la réparation d'une alerte qui serait une fausse alerte, je pense qu'il est absolument indispensable de rappeler en même temps que la définition, les limites de l'exercice. Donc moi, je ne voterai pas ces deux amendements et je maintiendrai le texte tel qu'il est. Merci Mme Goulet. Monsieur Colomba. Moi non plus, je ne le voterai pas. Il semble qu'une des spécialités de notre pays, ce serait de passer d'une extrémité à l'autre. Quand on se rappelle effectivement le scandale de l'amiante, ça a été absolument dramatique. Il a fallu des années et des années et des années pour que ça aboutisse. Et maintenant, c'est l'inverse. Tout le monde va pouvoir lancer des alertes, mettre en danger qui voudra. Après, ça fondé ou pas, on verra après. De toute façon, ils lancent des alertes, alors ma foi. Bon. Donc, je pense quand même rappeler aux gens qu'ils engagent aussi un peu leurs responsabilités. C'est peut-être pas quand même complètement stupide. Enfin, franchement, moi, oui, j'espère. Alors pourquoi s'acharner sur peut-être ce qui peut apparaître redondant, mais qui est quand même bienvenu. Je veux dire, vous ne réalisez pas bien non plus, parce qu'il y a eu des dangers et des iniquités majeures de sens inverse, où on s'engage. Monsieur Colomba, donc je vais mettre le 312 au vote, qui a reçu un avis défavorable de la Commission et un avis favorable du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 544 rectifié. Monsieur Requier? Il est retiré. Merci, Monsieur Requier. Un 134 ensuite rectifié terre. Madame de Romédy. Merci, Monsieur le Président. Il importe de préciser les conditions dans lesquelles la diffusion des fausses informations par un lanceur d'alerte peut être empêchée ou corrigée dans les médias. En effet, des réputations peuvent être ruinées pour une longue période par des fausses accusations. Certes, le recours aux dispositions du droit commun offre des garanties aux personnes lésées, mais il a paru nécessaire d'apporter des précisions dans un souci de plus grande rapidité des décisions dans les cas les plus urgents. Merci Madame de Romédy. Monsieur le rapporteur. Si rassurer, c'est convaincre, je vais essayer de vous rassurer en vous disant que cet amendement est satisfait par les dispositions du droit en vigueur. Et pour vous en dire plus, je vais vous rappeler celles qui permettent au juge des référés
l'article 9.1 relatif au référé présomption d'innocence. Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut même en référer, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toute mesure telle que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence. Donc on a déjà ce référé-là, mais il y a aussi le référé droit de réponse, et puis il y a aussi le référé en matière d'atteinte à la vie privée. Donc vous avez 3 procédures qui me paraissent couvrir votre inquiétude. Donc, Merci, je demande le retrait. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre. Même avis. Madame Dormédy. Madame Goulet. Non, juste, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le ministre, juste une seconde. Monsieur le rapporteur, je comprends très bien que cette disposition ne soit pas conforme à l'idée que vous vous faites de votre texte sur les lanceurs d'alerte, mais permettez-moi de vous dire, pour avoir survécu à ce genre d'épreuve, qu'il y a une très grande différence entre la loi et son application en la matière, et notamment en matière de diffamation ou de respect de la vie privée. Donc je pense que cette disposition, probablement dans un autre texte, Madame de Robédy, devra être reprise. Peut-être si un jour nous avons une deuxième lecture convenable de la justice du XXIe siècle dans cette maison, il sera probablement temps de revoir les dispositions relatives à la diffamation et à la protection de la vie privée, parce que je peux vous dire que c'est des choses dont on ne se remet pas très facilement, et que monsieur le rapporteur le sait très bien. Il y a une très très grande différence entre le droit et son application en la matière, et je peux vous dire que j'en ai subi les conséquences. Donc je comprends que cette disposition ne s'intègre pas aux lanceurs d'alerte, mais c'est quand même un sujet sur lequel on pourra éventuellement s'appesantir un peu. Merci, Mme Goulet. Monsieur Vassel. Merci, Monsieur le Président. Le lanceur d'alerte est d'une création relativement récente. Donc nous n'avons pas encore beaucoup de retours quant à la manière dont les juges mettent en application le dispositif que nous sommes en train de compléter et de renforcer. Ceci étant, le rapporteur a une certaine bonne expérience de l'application du droit, ce qui lui permet d'avoir une véritable crédibilité lorsqu'il exprime un avis, et que nous avons plutôt tendance à le suivre dans les avis qu'il exprime. Ceci étant, je pense que Mme Goulet n'a pas complètement tort en considérant que les magistrats sont quelquefois un peu frileux quant à l'application stricte du droit. Et il serait bon, au vu de l'expérience que sera la nôtre après la mise en œuvre du droit et son application, de revenir peut-être en tant que de besoin pour le préciser, car l'objectif de cet amendement déposé par Mme de Robédy était simplement d'aller plus loin dans la précision donc, du droit, de telle manière à s'assurer qu'il sera effectivement appliqué. Elle le dit très bien d'ailleurs dans l'exposé d'amendement que le droit commun est celui qui s'applique, mais qu'il lui est apparu pertinent d'aller un peu plus loin et d'être un peu plus précis pour que le juge soit enclin à l'appliquer strictement. Donc on va sans doute, Mme de Robédy prendra la décision, le retirer, mais il était bon que nous ayons un échange sur cet amendement. Merci, Monsieur Vassel. Madame de Robédy, il est retiré. Merci, Madame de Robédy. Je vais mettre aux voix l'article 6A. Qui est pour ? Qui est contre? Il est adopté. Oui. À l'article 6B, un amendement 313, Monsieur Anziani. Alors, cet amendement simplement reprend toujours le même esprit, c'est-à-dire que nous considérons que l'alinéa 2 de l'article 6B qui précise que les procédures interviennent dans le respect des procédures, enfin, il faut qu'il y ait responsabilité pénale pour qu'elle puisse être retenue, respect des procédures de signalement définies par la loi, ça nous paraît tout à fait superfétatoire. En plus, c'est une répétition d'une disposition qu'on va trouver par ailleurs. Encore une fois, c'est la même inspiration, toujours réduire, essayer de revenir en arrière, réduire, rétrécir, faire en sorte que le lanceur d'alerte soit le moins nombreux possible et ne fasse pas peur. Voilà. Et moi, j'ai toujours envie de dire, n'ayons pas peur du lanceur d'alerte. Un jour ou l'autre, il pourra très bien aussi nous être très utile. Merci, Monsieur Anziani. Monsieur le rapporteur.
cet amendement est évidemment contraire à la position de la Commission dans tout l'équilibre relatif aux lanceurs d'alerte, puisqu'il vise à permettre l'irresponsabilité pénale des lanceurs d'alerte, peu importe qu'ils aient suivi la procédure par laquelle on mène de la déclaration au référent ou au chef d'entreprise, en passant par le chef hiérarchique, pour finir au bout du bout, s'il n'y a pas eu d'effet à l'alerte, à la presse. Or, c'est précisément comme cela qu'on se protège des faux lanceurs d'alerte et qu'on protège le lanceur d'alerte lui-même d'une éventuelle mauvaise foi. Donc la Commission, sur ce point, sur les définitions, il y a eu beaucoup de débats et qui permettent peut-être d'imaginer qu'il y a encore mieux à trouver sur la définition. Là, à l'inverse, sur cette procédure, la Commission y tient beaucoup, donc c'est un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Sagesse. Je vais mettre aux voix cet amendement. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains sur cet amendement numéro 213. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que l'avis du gouvernement a émis une sagesse. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin 415 sur l'amendement numéro 313. Nombre de votants 343. Nombre de suffrages exprimés 343. Pour l'adoption 139, contre 204. Le Sénat n'a pas adopté. Un amendement 151 rectifié. C'est Monsieur Courteau. Monsieur Courteau. Nous considérons que la nullité de l'obligation de confidentialité, notamment contractuelle, doit être inscrite dans la loi. Son omission, selon nous, laisserait l'agent public ou le salarié dans une totale incertitude quant à la hiérarchie de ses divers droits et obligations face à l'alerte. D'où notre proposition d'insérer après l'alinéa 2 un alinéa ainsi rédigé: toute obligation de confidentialité faisant obstacle au signalement ou à la révélation d'une information définie au premier alinéa est réputée nulle. Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, cet amendement inverse la logique du lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte, ça a vocation à violer un secret professionnel, voire même des obligations légales. Néanmoins, en contrepartie, lorsque cette alerte est faite dans l'intérêt général, il va bénéficier d'une protection pénale contre les éventuels délits ainsi commis, mais également d'une protection dans sa relation de travail. Dès lors, il n'est pas nécessaire de réputer nulle toute obligation de confidentialité, il est protégé par les éléments que je viens de décrire. Et en plus, je pense que cet amendement pourrait être dangereux pour la protection des secrets parce qu'il aurait pour conséquence une absence totale de confidentialité, même en l'absence d'un lanceur d'alerte. Voilà la raison pour laquelle la commission des lois a émis un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Je ne suis pas le rapporteur, je ne le suis pas. Je ne suis pas le rapporteur, mais je ne le suis pas. Et donc, je donne un avis favorable. Merci, monsieur le ministre. Madame Landin, pour l'explication de vote. Nous soutiendrons cet amendement et je vais vous raconter une anecdote vraie. Quand, après le Mediator, l'AFSAPS a muté en agence du médicament, nous étions dans les années 2012-2013, on venait de voter ici la loi lanceur d'alerte en matière de santé, et un salarié de cette nouvelle agence du médicament m'a alerté en disant « Attention, ils sont en train de refaire le règlement, et dans le règlement, les commissions de vigilance sur les retours d'informations sur les effets néfastes des médicaments, ça va être complètement verrouillé, on n'aura plus le droit de parler. » C'était dans le règlement. Heureusement, le directeur de l'agence à cette époque-là était Dominique Maranaki, avec lequel j'avais travaillé dans le cadre du Grenelle. Un coup de téléphone et leurs deux avocats a arrangé les choses, le règlement a été changé. Mais vous voyez, les mauvaises habitudes peuvent très vite revenir, pas forcément de la part d'un président ou d'un directeur, mais d'un cadre zélé qui s'arrangerait bien à tout verrouiller. Donc cet amendement est très utile. Merci. Y a-t-il d'autres explications de vote? Je le mets donc aux voix. Monsieur le rapporteur? Non, vous voulez pas que je vous réponde?
Non. C'est avec pas beaucoup d'enthousiasme que vous écouteriez ce que je vais vous dire, donc on va laisser faire le vote. Comment ? Non, mais je voulais réexpliquer que réellement, la protection... Monsieur le rapporteur, ne vous inquiétez pas, c'était pas sur vous l'expression, c'est par rapport aux collègues qui voyaient un scrutin public arriver. Alors exprimez-vous, monsieur le rapporteur. Allez-y. Si ça permet d'éviter un scrutin. Oui, je voulais redire que la protection qui est apportée aux lanceurs d'alerte ne nécessite plus d'inscrire que toute obligation de confidentialité fait obstacle au signalement ou à la révélation d'une information définie au premier alinéa, puisque de toute façon, le lanceur d'alerte va pouvoir violer un secret professionnel, va avoir une immunité pénale, et que parallèlement, il va peut-être être considéré comme ayant été discriminé et il va être protégé dans les préjudices qu'il pourrait subir sur son lieu de travail. Donc de toute façon, ça n'apportera rien de plus aux lanceurs d'alerte, si ce n'est une imperfection dans la loi qui laisserait supposer que ça peut être utilisé par des gens qui ne sont pas lanceurs d'alerte. Merci, monsieur le rapporteur. J'ai été saisi donc sur cet amendement d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains sur cet amendement 151. Je rappelle l'avis de la commission qui est défavorable et l'avis du gouvernement qui est favorable. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin numéro 416 sur l'amendement numéro 151 rectifié. Nombre de votants 343, nombre de suffrages exprimés 326. Pour l'adoption 139, contre 187. Le Sénat n'a pas adopté. Madame Troendlé. Rappel au règlement également. Monsieur le Président, l'intervention de Monsieur Raoul n'est pas un rappel au règlement. Dans le règlement, il est stipulé que nous pouvons organiser autant de scrutins publics que nous le souhaitons. Donc ce n'est pas un rappel au règlement, le règlement est parfaitement respecté. Bien. Je pense que les choses sont claires, donc nous pouvons continuer. Et donc un amendement 645 qui est présenté par le gouvernement, monsieur le ministre. Oui, monsieur le Président, c'est un amendement totalement de cohérence avec l'amendement numéro 644. Monsieur le ministre, le 92 rectifié n'est pas défendu. Le 422, monsieur Gattolin. Oui, merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, il s'agit d'une modification rédactionnelle. L'article 6b se fixe pour objectif d'assurer l'articulation entre l'alerte éthique et les secrets, notamment professionnels, qui sont pénalement protégés. Il exonère ainsi de responsabilité pénale le lanceur d'alerte qui a émis un signalement répondant aux critères évoqués précédemment, et notamment celui de la bonne foi. Aussi, lors de l'examen à l'Assemblée nationale, les députés ont souhaité que les cas du secret de la défense nationale, du secret médical et du secret des avocats soient expressément exclus de ce dispositif et continuent donc à être opposables aux lanceurs d'alerte. Nous considérons toutefois que la rédaction actuelle du texte utilisant l'expression, je cite, « secret des relations entre un avocat et son client » manque de clarté. En effet, cette expression n'est utilisée dans aucun texte de loi. C'est pourquoi nous vous proposons d'y substituer l'expression plus générique de « secret professionnel de l'avocat ». Je vous remercie. Merci, monsieur Gattolin. Le 272 rectifié quinquier, ce n'est pas défendu. Le 487 non plus. Donc, à vous, monsieur le rapporteur. Sur l'amendement du gouvernement, c'est un avis favorable. Sur le deuxième qui est subsistant et qui vient d'être exposé, cet amendement tente à étendre la protection absolue dont bénéficient les avocats. Or, seul le secret des relations entre un avocat et son client est absolument protégé, non pas l'intégralité de l'activité professionnelle d'un avocat, y compris en dehors de ses relations avec un client. C'est donc un avis défavorable, pensant que le secret de l'avocat et de son client est amplement et nettement indiqué dans la loi. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, donc sur le...
Merci, Monsieur le Ministre. Je mets donc aux voix le 645 qui a reçu un avis favorable de la Commission. Qui est pour? C'est l'amendement qui a été présenté par le gouvernement. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté sur les autres tombent. Donc, nous allons voter l'article 6B. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Après l'article 6B, un amendement 595 qui est présenté par M. Gattolin. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le présent amendement a pour objet de protéger les lanceurs d'alerte qui découvriraient des failles de sécurité informatique. En effet, l'absence d'une telle disposition dans notre législation mène à des situations ubuesques où des lanceurs d'alerte sont condamnés par la justice alors qu'ils ont non seulement fait la preuve de n'avoir aucune intention de nuire, mais qu'ils ont également rendu un service notable aux responsables des systèmes informatiques concernés. L'article 323-1 alinéa 1 du Code pénal sanctionne aujourd'hui tout accès non autorisé à un système de traitement automatisé de données. Cet amendement prévoit ainsi l'immunité pénale pour l'auteur de l'infraction lorsque celui-ci révèle immédiatement à qui de droit la faille de sécurité découverte et évite ainsi qu'il soit porté atteinte au système par ce biais. Il ne s'agit bien sûr pas de dédouaner un pirate informatique, puisque le lanceur d'alerte n'est pas protégé par cette immunité s'il supprime ou modifie les données du système, comme le prévoit l'alinéa 2 de l'article 323-1 du Code pénal. Si nous n'adoptons pas cet amendement, les lanceurs d'alerte qui trouveraient des failles de sécurité seront dissuadés de les signaler. Le résultat serait dommageable à la sécurité nationale, puisque cela augmenterait le nombre de failles de sécurité non corrigées, car non signalées aux responsables des systèmes informatiques. Je vous remercie. Merci, Monsieur Gattolin. Monsieur le rapporteur. Oui, alors là, la Commission a donné un avis radicalement défavorable, si on peut ajouter ce mot à cet avis. En effet, d'abord, premièrement, ça rétablit une disposition qui a été introduite par l'Assemblée nationale dans le projet de loi numérique et supprimée par le Sénat. Toute personne, selon cet amendement, toute personne qui accéderait frauduleusement et intentionnellement dans un système de traitement automatisé de données afin de supprimer des données ou d'en altérer son fonctionnement devrait être exemptée de peine dès lors qu'elle aurait contacté, après son forfait, le responsable du traitement en cause ou l'autorité administrative. Ce dispositif crée ainsi une immunité pénale pour tous les hackers dès lors que ces derniers préviennent une autorité après leur acte. C'est évident qu'une telle immunité ne peut qu'encourager le développement des attaques informatiques, puisqu'il suffirait a priori d'un seul courriel ou email pour échapper à toute peine. Donc, c'est un avis défavorable. Cela d'ailleurs offrirait aussi une immunité même à ceux qui attaquent sans succès un service automatisé de données du fait d'une sécurité convenable. Donc, la Commission des lois a émis un avis très défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Défavorable. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. À l'article 6, c'est une demande de parole de Madame Marie-Christine Blandin. J'ai dit une demande de parole de Madame Marie-Christine Blandin. Vous avez la parole. Excusez-moi, Monsieur le Président, il y avait des bavards derrière moi. Cet article décrit la procédure de remontée des alertes. Le Sénat propose une gradation qui a le mérite de présupposer que dans la majeure partie des cas, le fonctionnement et la communication interne d'une entreprise ou d'une instance sont à même de générer le traitement du problème. Mais la loi se doit de prévoir la gestion des exceptions dommageables pour l'intérêt public et de protéger les faibles. Lors du débat à l'Assemblée nationale, on a bien senti
que le ministère était préoccupé par la résolution dans notre droit de récents scandales financiers dont les victimes peuvent être le budget de la nation, l'image des institutions bancaires, voire de Bercy, et enfin, et ceci est profondément injuste, des individus vertueux qui ont rendu publics ces scandales. C'est très bien. Mais la présentation qui a été faite de cette partie du texte, inspirée par les recommandations du rapport d'État, montre aussi une autre ambition, installer une définition et une procédure compatibles avec tous les types d'alertes. Je remercie au passage la Commission des lois d'avoir rétabli un alinéa indispensable de ma loi, un peu hâtivement supprimé par l'Assemblée. Les amendements que je présenterai dans le 6C prennent en compte les spécificités d'alerte d'un autre type que financier et leurs exigences propres. Repenser au Mediator, aux alertes internes des agences sanitaires, aux risques à la fois imminents et récurrents, comme celui des irradiés de l'hôpital d'Épinal, et vous comprendrez que dans certains cas, 3 mois, c'est trop. Parce que le texte qui nous est proposé installe le respect de la procédure comme constitutif de la bonne foi, il faut par exemple prévoir tous les cas de figure comme la consultation d'associations spécialisées de type Transparency ou les périphériques vous parlent, ce que fait l'amendement 331, elles ne sont pas paliers, elles sont consultants. Enfin, on peut retenir les 3 premiers critères de la qualification de la bonne foi qui existent dans notre droit de la presse, arrêt du 6 juin 2007, la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression, sans qu'il soit nécessaire de l'enfermer dans le respect d'une procédure en toutes circonstances. Merci Madame Blandin. Monsieur Colomba, pour défendre le 589 rectifié. Bien, donc il s'agit d'un lancement d'alerte dans le cadre des relations de travail, puisqu'il y a des hiérarchies, des employeurs, enfin, etc. Donc, encore une fois, de préciser la gradation des opérations à mettre en œuvre pour arriver, in fine, au fait de rendre public l'alerte. Avec, bon, disons, l'originalité par rapport aux autres façons d'articuler les différentes phases, c'est qu'on en a sauté, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus court. Ensuite, donc, il y a référence à la Commission nationale de déontologie, je ne l'ai pas oublié, pour justement tout ce qui concerne les problèmes de santé, d'environnement, etc. Et puis, bien sûr, l'Agence de prévention de la corruption, qui est notre objet, l'objet de cette proposition, de ce projet de loi. Donc voilà l'essentiel donc des objectifs et des modalités proposées par cet amendement. Merci Monsieur Colomba. Monsieur le rapporteur. Oui, écoutez, très rapidement, il s'agit d'une réécriture de la procédure de signalement. À chaque fois que les amendements proposeront une réécriture de cette procédure à laquelle vous avez bien noté que la Commission tenait beaucoup, je donnerai un avis défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Même avis. Même avis. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Voilà pour les débats des sénateurs hier soir consacrés aux lanceurs d'alerte, à leur définition, à leur protection. C'est l'une des dispositions phares de ce projet de loi Sapin 2 qui en comporte bien d'autres, notamment l'encadrement de l'activité des lobbies auprès des pouvoirs publics et également tout un pan sur la modernisation de la vie économique. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.